vernis de la perfection. La soirée était une symphonie parfaitement orchestrée. Dans la villa de Nadine et Patrick, suspendue au-dessus de la lagune scintillante de Lomé, l'air embaumait le parfum des frangipaniers et le sel de l'océan. Les rires fusaient, cristallins, ponctués par le cliquetis des glaçons dans les verres. Nadine, dans une robe de soie qui épousait ses mouvements avec la fluidité de l'eau, était l'hôtesse parfaite. Son sourire était sincère, sa chaleur authentique. Elle observait Patrick, son mari, le soleil autour duquel tout ce petit univers gravitait. Il était au sommet de son mât, racontant une anecdote avec ce charisme qui avait bâti leur empire. Pourtant, ce soir-là, Nadine fut la seule à remarquer la fêlure, un voile imperceptible qui passait sur son regard entre deux éclats de rire. Une microseconde de vide, comme si son esprit s'était échappé loin de la terrasse vers un lieu sombre et inaccessible. Alors que les derniers invités partaient, un courant d'air glacial et inexplicable traversa la terrasse, faisant frissonner Nadine et éteignant quelques bougies dans un souffle bref et sifflant. En pleine nuit, Nadine fut réveillée en sursaut par un froid glacial qui semblait s'infiltrer jusqu'à ses os. L'air était immobile, mais gelé. Confuse, elle s'assit dans le lit. Ses yeux s'habituèrent à l'obscurité et son regard fut attiré par le balcon. La lourde porte-fenêtre à double vitrage, qu'elle était absolument certaine d'avoir verrouillée, était maintenant grande ouverte. Ses voilages de lin blanc dansaient lentement dans la brise nocturne comme des lincels paresseux. Une peur primale la saisit. Elle se leva, les pieds nus sur le marbre qui semblait avoir la température de la glace, et s'approcha à pas de loup. Elle scruta le jardin. Rien. Refermant la porte, le clic de la serrure lui parut assourdissant. Patrick, à côté d'elle, feignait un sommeil de plomb, le corps rigide sous les draps. Sa fausse quiétude était plus terrifiante encore que la porte ouverte. Le sommeil ne revint pas. Dans le silence oppressant, une ligne mélodique éthérée flotta jusqu'à elle. C'était une berceuse, d'une simplicité désarmante, tissée de chagrin. La voix était féminine, presque enfantine, et semblait venir de très loin ou de très près. Nadine se figea. Le son était trop pur pour avoir une source rationnelle. Elle se leva sans bruit, s'avança dans le couloir obscur. La mélodie semblait s'intensifier, flottant dans l'air immobile. Elle descendit dans l'immense salon, s'arrêtant au centre de la pièce. Mais dès qu'elle se concentrait pour la localiser, la musique s'évanouissait, ne laissant qu'un silence encore plus lourd et une empreinte de mélancolie qui lui serrait le cœur. Les jours suivants, une série d'anomalies mineures mais troublantes s'installa. Un livre que Nadine lisait retrouvait ouvert à une page sur l'infidélité. La photo de leur couple, qu'elle retrouvait systématiquement face contre table chaque matin. Une odeur fugace de jasmin qui flottait parfois dans le couloir à l'étage, un parfum que Nadine ne portait pas et n'avait jamais senti auparavant. Elle tenta de rationaliser, se persuadant qu'elle était fatiguée, que sa mémoire lui jouait des tours. Patrick, lui, devenait de plus en plus irritable, balayant ses inquiétudes avec une agressivité qui trahissait une panique sous-jacente. Sa normalité forcée était le signe le plus alarmant de tous. Une nuit d'orage, la foudre déchira le ciel, illuminant le salon le temps d'une seconde aveuglante. Nadine, qui se servait d'un verre d'eau, eut un mouvement de recul. Dans la baie vitrée, elle n'avait pas vu son reflet, mais celui d'une femme aux longs cheveux noirs, le visage ruisselant comme si elle pleurait sous la pluie. La vision ne dura qu'une fraction de seconde, mais l'image de ce visage dévoré par la tristesse se grava dans son esprit. Ce n'était plus de l'angoisse qu'elle ressentait, c'était de la terreur pure. Il y avait quelqu'un, ou quelque chose dans sa maison. Le sommeil devint un territoire ennemi. Nadine commença à faire un cauchemar récurrent, d'une vivacité terrifiante. Elle se retrouvait dans une ruelle sombre et nauséabonde, les murs suintants d'humidité. Une femme spectrale, vêtue de haillons et le ventre souillé d'une grande tache de sang sombre, se traînait vers elle. Dans ses bras, elle tenait un nouveau-né silencieux et pâle. La femme lui tendait l'enfant et murmurait d'une voix qui semblait venir du plus profond de la terre. « Pourquoi l'as-tu laissé mourir ? Prends-le, c'est ton tour. » Le tourment de Patrick n'était plus dissimulable. Une nuit, Nadine fut réveillée non par le froid ou la musique, mais par la voix de son mari. Il parlait dans son sommeil, d'une voix claire et angoissée. Il répétait un prénom en boucle. « Eliane, je t'en supplie. » Il se réveilla en sursaut, en sueur, le regard hagard. Quand elle le questionna, il explosa de colère, la traitant de folle, avant de se lever et de s'enfermer dans son bureau pour le reste de la nuit. Son déni était l'aveu le plus assourdissant qu'elle ait jamais entendu.
Le lendemain, poussée par un besoin viscéral de savoir, Nadine profita de l'absence de Patrick pour s'attaquer au tiroir verrouillé de son secrétaire. Avec un coupe-papier et de la patience, elle parvint à forcer la serrure. À l'intérieur, bien cachée sous de vieux relevés bancaires, se trouvait une petite boîte en bois de teck. En la soulevant, elle sentit son poids, comme si elle contenait bien plus que de simples souvenirs. L'ouvrir lui parut un acte de transgression ultime. Elle souleva le couvercle. L'odeur de jasmin, la même que dans le couloir, l'enveloppa. La boîte ne contenait qu'une seule photo et une mèche de cheveux noirs nouée par un ruban de soie défraîchi. Sur la photo, un Patrick visiblement plus jeune, au sommet de sa jeunesse arrogante, enlaçait une jeune femme au sourire timide et au regard d'une pureté désarmante. Au dos, un prénom griffonné à l'encre bleue, Eliane. C'était le visage de la femme de ses cauchemars. Le puzzle commençait à prendre une forme monstrueuse et la vérité s'annonçait plus terrible que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ce soir-là, l'atmosphère était électrique. Nadine avait posé la boîte ouverte sur la table basse du salon. Quand Patrick entra et la vit, il devint livide. Il tenta de mentir une dernière fois, mais la berceuse s'éleva alors dans la pièce, non plus comme un murmure, mais comme un chant clair, puissant et accusateur. Les lumières se mirent à clignoter. Un verre sur le bar explosa en 1000 morceaux. Acculé, terrifié, Patrick s'effondra sur le canapé, le visage entre les mains, et commença à parler. Il raconta tout. L'amour passionné, la promesse de mariage, la nouvelle de la grossesse, sa panique, son ambition dévorante et son abandon, lâche et total. Il termina en avouant ce qu'il savait. La mort d'Eliane, seule, dans la misère. Après la confession de Patrick, le silence qui s'abattit sur la villa fut plus terrifiant que tous les bruits surnaturels. C'était un silence lourd de vérités inavouables et d'un amour brisé. Pour Nadine, la maison cessa d'être un foyer pour devenir un purgatoire. Elle et Patrick vivaient comme deux étrangers, se croisant dans les couloirs sans échanger un regard. La présence fantomatique, elle, semblait avoir trouvé sa cible. Elle ne tourmentait plus Nadine. Au contraire, une étrange quiétude régnait quand elle était seule. Mais dès que Patrick entrait dans une pièce, le froid revenait. Les objets tombaient des étagères avec une précision malveillante et la berceuse se muait en un gémissement plaintif qui semblait s'infiltrer dans son crâne. Il était hanté, et Nadine était devenue la gardienne silencieuse de sa prison psychique. Une semaine s'écoula dans cette atmosphère de cauchemar éveillé. Patrick maigrissait à vue d'œil, son arrogance d'homme d'affaires remplacée par la peur abjecte d'un enfant perdu dans le noir. Nadine aurait pu partir. Tout en elle hurlait de fuir cette maison souillée et cet homme qu'elle ne reconnaissait plus. Mais l'image du visage d'Eliane la hantait. Partir, c'était l'abandonner une seconde fois. Une étrange et féroce solidarité féminine naquit en elle. Au matin, elle trouva Patrick prostré dans son bureau. D'une voix dénuée de toute chaleur, elle lui annonça « Je ne te quitte pas. Je reste pour découvrir ce qui est arrivé à ton fils. » Ce n'était pas une offre de pardon, mais une sentence. Il allait devoir faire face à chaque conséquence de ses actes, et elle serait là pour s'en assurer. Le village d'Eliane était un autre monde, une blessure ocre dans le vert luxuriant de la brousse. Le temps y semblait plus lent, plus lourd. L'arrivée de Nadine dans son véhicule climatisé fut un événement qui stoppa net les conversations. Le nom d'Eliane, prononcé par cette femme riche de la ville, jeta un froid immédiat. C'était un nom tabou, synonyme de honte et de malheur. Elle se heurta à un mur de silence hostile, des regards fuyants et des portes qui se fermaient sur son passage. La blessure, ici, était encore à vif, une plaie collective que personne ne voulait rouvrir. Après des heures d'errance et de refus polis, un jeune garçon, contre une pièce, lui indiqua une case à l'écart du village. « La vieille Fina, elle n'a part de rien, même pas des fantômes !» Nadine y trouva une femme incroyablement âgée, le visage un parchemin de rides, assise sur une natte. Ses yeux, vifs et perçants, la dévisagèrent longuement. « Tu portes l'ombre d'une autre femme sur toi, » dit-elle d'une voix rauque. « Tu cherches Eliane. » Ce n'était pas une question. Nadine s'assit, et pour la première fois, elle sentit qu'elle était au bon endroit. Tante Fina accepta de parler. Son récit ne fut pas celui d'une victime, mais d'une étoile filante. Elle raconta l'intelligence vive d'Eliane,
son rire qui faisait danser les feuilles des manguiers, ses rêves d'étudier, de devenir quelqu'un, d'échapper à la pauvreté. Elle décrivit son départ pour Lomé, pleine d'une confiance naïve en la vie et en l'homme qui lui avait tout promis. Puis, elle raconta le retour, des mois plus tard, le ventre arrondi, le regard éteint, brisé non seulement par l'abandon, mais par la brutalité avec laquelle ses rêves lui avaient été arrachés. Le récit de Fina devint plus sombre. Elle détailla avec une précision cruelle la dureté du père d'Eliane, un homme de tradition qui voyait sa fille comme une souillure sur son honneur. Il l'avait chassée de la maison familiale devant tout le village, la reniant publiquement. Le reste de la communauté, par peur ou par conformisme, lui avait tourné le dos. Elle était seule, murmura Fina, les yeux perdus dans le passé. Sa seule compagnie était l'enfant qu'elle sentait bouger en elle. Elle lui parlait, elle lui chantait des chansons. Nadine sentit sa gorge se nouer. Elle parla de la berceuse, de cette mélodie qui avait traversé le temps et l'espace jusqu'à sa propre chambre. Tante Fina hocha lentement la tête. C'est le chant de nos mères, un lien plus fort que le sang. Son esprit ne peut pas partir en paix tant qu'il ne sait pas son enfant en paix. Il est la partie d'elle qui est restée. Trouve l'enfant, et tu libéreras la mère. Cette phrase, prononcée avec la certitude d'une prophétie, devant le mantra de Nadine, le but inébranlable de sa quête. Pendant l'absence de Nadine, Patrick sombra plus profondément dans son enfer personnel. La solitude exacerba ses peurs. Le fantôme d'Eliane, enhardi par le départ de la seule personne qui semblait l'apaiser, devint plus audacieux. Il ne se contentait plus de bruit ou d'objets déplacés. Patrick commença à la voir. Une silhouette dans l'embrasure d'une porte, un visage triste se reflétant dans l'écran de télévision éteint. Il se barricada dans son bureau, buvant pour trouver le courage d'affronter les nuits. Mais l'alcool ne faisait qu'aiguiser les visions et nourrir sa paranoïa. De retour à Lomé, habité par une nouvelle détermination, Nadine se lança dans une bataille frustrante contre l'administration. Les archives de la ville étaient un chaos des dossiers papier entassés sans logique. Retrouver la trace d'un bébé non déclaré, né dans la rue 17 ans plus tôt, était une tâche herculéenne. Elle passa des jours entiers dans des bureaux surchauffés face à des fonctionnaires indifférents ou suspicieux. Chaque soir, elle rentrait épuisée, avec le sentiment de se battre contre un système conçu pour effacer les traces des plus faibles. Au bout de 2 semaines d'échecs, Nadine comprit que la vérité ne se trouvait pas dans les dossiers officiels. Elle changea radicalement de stratégie. Elle retourna là où tout avait fini, les quartiers pauvres près du grand marché, là où Eliane avait dû survivre. Elle fit imprimer la photo d'Eliane et, humblement, alla de stand en stand, parlant aux plus anciens, aux femmes qui tenaient leur échoppe depuis des décennies. Après des dizaines de visages fermés, une vieille vendeuse de mangue à la peau parcheminée plissa les yeux. « Je l'ai connue », murmura-t-elle. « La chantesse triste, c'est comme ça qu'on l'appelait. » Nadine s'assit sur un petit tabouret près de l'étal de la vendeuse de mangue, ignorant la chaleur et les odeurs du marché. La vieille femme, maman Aya, ferma les yeux pour mieux se souvenir. Elle raconta l'histoire fragmentée d'une jeune femme douce et terrifiée, visiblement instruite mais tombée dans le dénuement le plus total. Elle se souvenait de la façon dont Eliane protégeait son ventre, refusant parfois de la nourriture pour elle-même, si elle pensait que cela pouvait nuire au bébé. Elle ne mendiait pas, elle chantait, expliqua maman Aya. Cette berceuse, encore et encore, comme une prière, et elle parlait à son ventre, lui promettant qu'il serait un roi. Puis, son visage se voila. Elle se rappela la nuit où les chants s'étaient tus, et la terrible rumeur qui avait couru le lendemain matin, colportée par les femmes allant au puits. On avait trouvé un bébé en vie, blotti contre le corps sans vie de sa mère dans la ruelle derrière le marché. Nadine était bouleversée, l'image de la scène se formant dans son esprit avec une clarté insupportable. Elle demanda à maman Aya si elle savait ce qu'il était advenu du bébé. La vieille femme secoua la tête mais ajouta « Si quelqu'un le sait, c'est le Père Célestin. Sa mission est au bout de la rue. Les sans nom, les sans famille, c'est lui qui s'en occupe. Il parle aux vivants et écoute les morts. » Bien que pétrie de rationalité, Nadine était à court d'options. Elle remercia chaleureusement maman Aya et se dirigea vers la petite mission. Le Père Célestin était un homme dont l'âge était impossible à déterminer, avec un regard d'une tranquillité et d'une profondeur désarmante. Il l'accueillit dans sa petite cour ombragée, un havre de paix au milieu de l'agitation du quartier. Nadine,
s'attendant au scepticisme, fut surprise de le voir hocher la tête gravement, tandis qu'elle va conter son histoire. Il ne la jugea pas, ne douta pas. « L'âme de cette mère est puissante, » dit-il de sa voix grave. « Son amour pour son enfant a créé un pont entre les mondes et vous a choisi pour le traverser. Vous ne le trouverez pas dans les papiers du gouvernement. Il a été recueilli par des femmes au cœur blanc. Cherchez l'ancienne orphelinat Sainte-Marie des Martyrs. C'est là que le vent l'a porté. » L'orphelinat n'était plus qu'un squelette de bâtiment, dévoré par la végétation tropicale qui reprenait ses droits. Des lianes s'accrochaient aux murs éventrés, et le silence n'était rompu que par le bourdonnement des insectes et le cri lointain d'un oiseau. Nadine y pénétra avec une appréhension mêlée d'excitation. C'était une exploration périlleuse, entre les planchers pourris qui menaçaient de céder sous ses pieds et les toits effondrés. L'endroit était chargé de souvenirs, d'échos de rires et de pleurs d'enfants, un lieu hanté par sa propre histoire. Après 1 heure de recherche infructueuse dans ce qui semblait être les anciens bureaux, elle remarqua une trappe dissimulée sous un tas de débris. Avec effort, elle la souleva, révélant un escalier de pierre menant à une cave sombre et humide. À la lueur de la lampe torche de son téléphone, elle explora la pièce. Dans un coin, à moitié submergé par l'eau stagnante, elle vit un lourd coffre en métal, rouillé mais qui semblait hermétiquement clos. C'était sa dernière chance. Avec une barre de fer trouvée dans les décombres, elle lutta contre la serrure corrodée jusqu'à ce qu'elle cède dans un bruit sinistre. Elle souleva le lourd couvercle. À l'intérieur, miraculeusement protégé de l'humidité par une double paroi, se trouvaient des piles de registres et de dossiers. L'encre avait pâli, mais était encore lisible. Assise sur les marches de la cave, Nadine passa des heures à feuilleter les pages jaunies, le cœur battant à chaque nouveau nom. Enfin, elle le trouva. Sur un registre datant de 17 ans, une entrée manuscrite d'une écriture soignée, presque calligraphiée. Nourrisson, garçon, trouvé enroulé dans un pagne, ruelle des Martyrs. État de santé fragile. Sans identité. Nom attribué, Michael. Son cœur bondit de joie, mais la suite de la note doucha son enthousiasme. Le registre indiquait que l'orphelinat, faute de moyens, avait fermé 8 ans plus tard et que les enfants restants avaient été transférés dans le système public de l'aide sociale à l'enfance. Michael, alors âgé de 8 ans, faisait partie de ce transfert. La piste s'arrêtait là, la renvoyant à l'administration labyrinthique qu'elle avait déjà affrontée. Elle avait un nom, mais elle se retrouvait face à un nouveau mur, celui de la confidentialité des dossiers des pupilles de l'État. Pendant des semaines, Nadine se battit contre le mur de l'administration. On lui opposa les lois, le secret professionnel, l'impossibilité de retrouver une trace aussi ancienne. Elle était sur le point d'abandonner quand elle rencontra Madame Dossé, une assistante sociale en chef, une femme d'une 50aine d'années au regard fatigué, mais bienveillante. Intriguée, puis profondément touchée par la détermination et l'histoire de Nadine, elle finit par accepter de l'aider en dehors des heures de bureau et de manière non officielle, risquant sa propre carrière. Le travail de Madame Dossé fut long et fastidieux. Les archives numériques étaient incomplètes pour les dossiers les plus anciens. Elle dut passer des soirées entières à fouiller des boîtes d'archives en carton, à recouper des informations. Pour Nadine, cette attente fut une torture. Chaque jour, elle espérait un appel qui ne venait pas, et la peur que Michael soit devenu introuvable, qu'il ait quitté le pays ou qu'il lui soit arrivé malheur, grandissait. Un soir, tard, le téléphone de Nadine sonna. C'était Madame Dossé. Sa voix était fatiguée mais triomphante. « Je l'ai trouvé. Il s'appelle Michael Cossy. Il a 17 ans. Il est en dernière année dans un foyer pour jeunes, ici, à Lomé, le foyer Horizon. » Nadine retint son souffle. « Je vous envoie son dossier par message crypté. » Quelques secondes plus tard, une photo s'afficha sur l'écran de Nadine. C'était une photo d'identité, au cadrage strict, mais rien ne pouvait masquer l'essentiel. Le garçon avait un regard doux et mélancolique, un regard d'une profondeur insondable, le regard d'Eliane. Nadine fondit en larmes. Sa quête venait de trouver un visage. Se rendre au foyer Horizon fut l'une des choses les plus difficiles que Nadine ait jamais faites. Elle avait préparé un discours, mais devant Michael, tous ses mots s'envolèrent. C'était un adolescent mince, presque fragile, qui se tenait un peu à l'écart des autres, un carnet à dessin à la main. Elle se présenta comme une mécène intéressée par le travail des jeunes artistes. La rencontre fut maladroite. Michael était poli mais distant,
la protégeant derrière un mur de silence. Mais Nadine vit la lueur de curiosité dans ses yeux. Les yeux de sa mère. Nadine ne le brusqua pas. Elle revint plusieurs fois, toujours sous le même prétexte. Elle ne lui parlait pas de son passé, mais de son avenir, de son art. Elle regardait ses dessins, des portraits d'une sensibilité à fleur de peau, plein d'une mélancolie qu'elle comprenait maintenant. Elle lui apporta du matériel de dessin de qualité, des livres d'art. Lentement, très lentement, une brèche se créa dans l'armure de Michael. Il commença à lui parler, de ses rêves, de ce sentiment de vide et de déracinement qu'il avait toujours porté en lui. Lorsqu'elle sentit qu'un lien de confiance était établi, Nadine l'invita à déjeuner à l'extérieur du foyer. Dans le calme d'un petit restaurant, le cœur battant, elle lui raconta tout. Elle lui montra la photo d'Eliane. Elle lui parla de son courage, de son amour pour lui, de sa fin tragique et de la quête qu'il avait menée jusqu'à lui. Michael écouta, le visage impassible, mais ses mains, posées sur la table, se mirent à trembler. L'histoire insensée qu'on lui racontait faisait écho à toutes les questions sans réponse qui avaient hanté sa vie. « Comment puis-je vous croire ?» fut sa seule question, prononcée d'une voix étranglée. « Faisons un test ADN », répondit Nadine. C'était l'ultime preuve qu'elle pouvait lui offrir. Il accepta. Les semaines d'attente furent une torture pour tous les deux. Quand les résultats arrivèrent, confirmant leur lien avec une certitude scientifique, ce fut un choc monumental pour Michael, mais aussi une libération. Il n'était plus un enfant de personne, il était le fils d'Eliane. Il accepta, non sans une immense appréhension, de venir à la villa, non pas pour rencontrer son père, mais pour être là où sa mère s'était battue pour lui. Le jour où Michael franchit le seuil de la villa, l'effet fut immédiat et stupéfiant. Un souffle chaud et doux sembla traverser la maison, chassant les dernières poches de froid glacial qui s'y attardaient. Une lumière plus vive sembla inonder les pièces. L'atmosphère lourde et angoissante qui y régnait depuis des mois se dissipa, remplacée par un sentiment de paix profonde, de plénitude. La berceuse ne retentit pas. Elle n'en avait plus besoin. Eliane avait attendu ce moment. Son fils était à la maison. Patrick, qui s'était enfermé dans son bureau, prévenu par Nadine, entendit le silence. Un silence qu'il n'avait pas connu depuis une éternité. Il descendit les escaliers, le visage défait. Il s'arrêta net sur la dernière marche en voyant Michael, debout au milieu du salon. Il vit Eliane dans les traits de son fils. Il vit l'amour qu'il avait trahi et l'innocence qu'il avait détruite. Toute sa façade s'effondra. Il tomba à genoux, secoué de sanglots rauques, incapable de prononcer un mot. Michael le regarda, sans haine ni pitié, juste le vide immense d'une vie de questions et l'ombre d'un père qui n'avait jamais existé. Cette nuit-là, Nadine fit un dernier rêve. Eliane était là, dans son salon. Mais elle n'était plus une vision de douleur. Elle était radieuse, vêtue de blanc, baignée d'une douce lumière. Elle s'approcha de Michael, endormi dans la chambre d'amis, posa une main immatérielle sur son front, puis se tourna vers Nadine, qui observait la scène depuis l'embrasure de la porte. Eliane lui adressa un sourire d'une gratitude infinie, un simple hochement de tête, avant de se dissoudre dans la lumière. Sa mission était terminée. Elle était enfin en paix. La vie à trois commença, fragile, complexe. Un équilibre précaire à inventer chaque jour. Nadine, épuisée mais sereine, devint le pilier qui reliait ces deux hommes. L'un brisé par la culpabilité, l'autre par l'absence. Patrick entama le long et douloureux chemin de l'arrêt d'émotion. Il n'essaya pas d'acheter l'affection de son fils, mais de devenir, jour après jour, un homme digne de son respect. Il écoutait Michael, s'intéressait à son art et acceptait son silence et sa distance comme une pénitence méritée. Comprenant que les mots et les excuses ne suffiraient jamais, Patrick passa aux actes. Il vendit la majorité de ses parts dans son empire immobilier, stupéfiant le monde des affaires de Lomé. Avec cette fortune, il créa la Fondation Eliane, une organisation puissante et remarquablement efficace, dédiée à aider les mères célibataires, les enfants des rues et à financer l'éducation des jeunes filles issues de milieux défavorisés. Il y consacra sa vie, travaillant avec une humilité qui força le respect de ceux qu'il avait autrefois admirés pour sa réussite. Des années plus tard, la villa n'était plus un lieu hanté,
mais une maison remplie d'art et de musique. Michael était devenu un artiste reconnu, dont les œuvres exploraient les thèmes de l'identité, de la mémoire et de la résilience. Pour sa première grande exposition, il présenta une installation multimédia qui raconta l'histoire de sa mère, mêlant ses dessins, des extraits de ses poèmes retrouvés par Nadine et, en fond sonore, une variation poignante de la berceuse qu'il avait réarrangée. Dans la foule, Nadine et Patrice se tenaient côte à côte. En écoutant la mélodie, non plus une complainte, mais un hymne puissant d'amour et de survie, Nadine sentit une douce brise parfumée au jasmin l'envelopper. L'héritage d'Eliane n'était plus un fantôme de vengeance, mais une lumière d'espoir.